Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité tous les jours de 19h à 21h. Je ne suis pas un magicien, c'est tout simplement de la science, dit l'homme du moment, le professeur Didier Raoult. L'infectiologue marseillais âgé de 68 ans incarne l'espoir. La foule de personnes qui fait quotidiennement la queue devant son institut hospitalo-universitaire pour être testé en est le profond indicateur. Il a claqué la porte du conseil scientifique d'Emmanuel Macron. L'ancien président de l'université Aix-Marseille juge immoral de ne pas administrer la chloroquine aux malades du Covid-19 dès maintenant. Pour lui, il faut impérativement tester, isoler les malades et les soigner au lieu de les laisser chez eux jusqu'à ce qu'il ne soit trop tard. Ce traitement proposé par le professeur Raoult fait naturellement l'objet de nombreuses critiques de la part d'autres chercheurs. À défaut de balayer la thèse de l'infectiologue marseillais, ils appellent plutôt à la prudence sur ce traitement. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée par Cédric Noufelet. Et tout de suite après, ce sera le débrief du journal. Et tout de suite, c'est le fait du jour. Coronavirus, chloroquine, est-ce le médicament miracle? Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec le professeur Didier Anastase. Bonsoir, prof. Bonsoir, Serge-Lin, et bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox TV. Voilà, prof Didier, vous êtes un brillant cardiologue et rythmologue. Exactement, oui. On voit rythme, dites-nous. Oui. Rythmologue, c'est-à-dire? Oui, alors cardiologue, tout le monde connaît. Alors, rythmologue, ce sont les spécialistes, pour faire simple, on va dire que ce sont les spécialistes de l'électricité du cœur. C'est comme les électriciens du cœur. Oui. Dans les maladies du rythme cardiaque, on peut faire simple en disant il y a deux grands groupes. Alors, il y a les situations où le cœur bat très rapidement, qu'on appelle les tachycardies, les situations où le cœur bat très lentement, qu'on appelle les bradycardies. Et donc, le rythmologue, c'est le spécialiste de ces deux types de maladies. Voilà, vous êtes à l'hôpital général de Douala, c'est bien cela? Exactement, oui. Bon, nous aurons également un multiplex de professeur Jean-Tchou Prévost. Il est gastro-entérologue, pédiatre, chercheur et épidémiologiste en direct du Canada. Également le professeur Métonou Simon, immunologue, en direct du Maryland au Canada. Je commence par vous, professeur Didier. Oui. Un médicament tel que proposé, pourquoi il y a tant de débats alors qu'il y a, on va le dire également, tant de morts? Qu'est-ce qui fait problème? Pourquoi vous, les hommes de science, n'arrivez pas à vous accorder? Qu'est-ce qui fait problème? Alors, je pense que vous avez bien fait de dire que je suis là en tant qu'homme de science et donc les avis que je vais donner ici ne sont pas forcément uniquement les avis du médecin de l'hôpital général. Je décline exactement la casquette de médecin, chercheur scientifique. C'est pour ça. Voilà, vous êtes là en tant que scientifique. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que ça fait tant de débat? Eh bien, premièrement, alors qu'il y a beaucoup de vies à sauver. Effectivement, on parle quand même d'un problème qui est mondial. On sait que ça va affecter 80% des gens. Donc, si on prend le cas du Cameroun, ça fait quand même 20 millions de personnes qui vont être affectés. On sait qu'à peu près 1 million vont faire des cas, des formes graves, et on sait que sur les formes graves, là, on peut avoir jusqu'à, selon les estimations OMS, on peut avoir minimum 10 000 décès. Donc, quand même, c'est quelque chose de grave. Et au niveau mondial, c'est très grave. Donc, il y a ça. Alors, donc, du coup, comme c'est grave, il y a toute une hystérie autour, et en même temps, la communauté scientifique n'a pas beaucoup à proposer, et la seule petite chose qu'on a à proposer, c'est à peu près ce que Didier Raoult a rapporté, et en même temps le degré de preuve sur lequel on doit se baser pour donner aujourd'hui un avis dessus n'est pas tout à fait fort. Et donc c'est pour ça que ça fait les choux gras de toute la presse, et la communauté scientifique en parle.
Voilà, nous allons donc prendre la direction du Maryland aux États-Unis où nous attend le professeur Metonou Simon. Bonsoir, prof. Bonsoir, Alain. Voilà, vous êtes immunologue, c'est bien cela? Je suis immunologue, je suis dans le développement du cancer et du tuberculose. Voilà, prof Metonou, dites-moi, je vous pose la même question. Pourquoi ce débat autour de quelque chose qui peut sauver des vies, alors qu'il y a déjà assez de morts? Pourquoi vous, les scientifiques, vous n'arrivez pas à accorder vos violons? Alain, avant de commencer, permettez-moi de vous dire merci de m'avoir invité à partager une petite connaissance sur ce plateau ce soir. Je voudrais tout d'abord faire un mea culpa. Je ne suis pas très confortable à m'exprimer en français, mais je vais faire tous les efforts de m'expliquer purement en français. Si Même en anglais, à un moment vous pouvez il y a aller en anglais aussi. qui m'échappent, je vais, comment on dit ça, je vais lancer un mot en anglais. Et aussi, j'aimerais dire beaucoup de choses à celle qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui, professeur Madame Rose Lequet, qui en début des années 90 nous a formés et nous a donné l'opportunité d'aller finir nos formations aux États-Unis où j'exerce depuis 20 ans. En plus ça, je vais dire merci à votre ami qui m'a permis d'être là ce soir, qui vous a contacté et m'a contacté ce matin quand j'étais en route pour le boulot. Donc, oui, ça m'arrive très peu de faire des engagements publics ou bien des discussions scientifiques au public, mais vu l'ampleur du problème aujourd'hui, la gravité du problème qui se pose dans tout le monde entier, j'ai trouvé bon d'accepter d'être ici aujourd'hui pour partager ma petite connaissance et dire un peu pourquoi on ne s'entend pas et ce qui est la meilleure méthode à suivre dans cette pandémie, quoi. Donc aujourd'hui, pour répondre à votre question, Alain, je dis, alors la communauté scientifique, c'est une nouvelle maladie qui vient de se répandre. Écoutez, ça a commencé en octobre en Chine. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de données là-dessus. C'est une maladie zoonotique, comme on le dit, qui se vit normalement chez les animaux et qui, pour une raison ou une autre, a commencé la transmission chez les hommes. Donc, la communauté scientifique a très peu de données, sur cette maladie particulière, mais on peut puiser des données puisque c'est la troisième maladie qui est causée par les virus de la même famille qui sont aussi zoonotiques. On a eu le SARS, après on a eu le MERS. Donc on peut un peu prendre, on a puisé la communauté scientifique au lieu de commencer à chercher des choses nouvelles. Aujourd'hui, on essaie d'apprendre sur les leçons qu'on a eues à partir du SARS, qui était aussi un coronavirus, ou bien de MERS, le coronavirus, qui se sont sévis particulièrement en Asie, quoi. Donc aujourd'hui, il y a très peu de données sur lesquelles les hommes de science peuvent s'appuyer pour prendre des décisions. Donc, il y a donc beaucoup de choses qui se discutent aujourd'hui. Et le fait que j'ai accepté d'être là ce soir, c'est justement pour regarder sur l'aspect scientifique, la logique et comment dire ça, la vérité derrière les données ou bien de ce qui se partage sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc, je crois que je vais m'appuyer un peu sur ce qui est scientifique, les données qui sont dehors et comment on peut les lire. Voilà, professeur Dudier, il y a même un autre Américain qui dit qu'il a travaillé sur un certain nombre sur 100 malades, 0 décès. Mais pourquoi en France, comme je l'ai dit en introduction, le professeur Raoul était obligé de claquer la porte du comité scientifique. Pourquoi il ne semble pas être écouté de ce côté-là? Alors, avant de répondre à votre question, Serge Alain, je voudrais faire une précision. Hein, on ne peut pas ici, sur un plateau de télévision, juger les opinions ou les travaux scientifiques de monsieur Didier Raoul, parce que, juste pour vous dire un peu,
C'est un monsieur qui fait à peu près 300 publications par an. Nous avons, pour savoir si quelqu'un est chercheur de haut niveau, il y a toute une bibliothèque sur laquelle on retrouve ses travaux. Et ce monsieur a à peu près 2900 publications depuis qu'il exerce. Et pour, juste par comparaison, pour être par exemple professeur agrégé au CAMES, on demande 30 publications. Donc vous voyez 2900 publications. Donc, vous pouvez faire la comparaison. Donc c'est une star mondiale de l'infectiologie et de la médecine tout court. Et si on voulait faire encore plus terre à terre, on dirait c'est les Lionel Messi de la médecine. De la médecine. Voilà. Donc on ne va pas débattre ici de ses opinions. Oui, je te comprends. On veut donc comprendre maintenant, pourquoi le politique a du mal à suivre. Maintenant, tout son pédigré. Maintenant, il faut savoir que pour arriver à ce niveau-là, on fait des travaux scientifiques qui sont jugés par nos pairs. Nous, scientifiques, on fait des travaux qui sont jugés par nos pairs et la communauté scientifique se base sur ces travaux-là pour donner des recommandations en matière de traitement des maladies. Et la façon de soigner a changé au fil des années. Alors que la médecine, il y a plusieurs années, au Moyen-Âge, c'était j'ai soigné un patient avec tel médicament, ça a marché, donc je peux soigner le second et ça va marcher. Et bien aujourd'hui, la communauté médicale a appris de ses erreurs et la communauté scientifique veut qu'il y ait vraiment beaucoup plus de preuves. Et donc, le travail sur lequel il se base pour effectivement demander que la chloroquine soit prescrite à beaucoup de monde, sur le plan de la méthode, fait l'objet de beaucoup de débats au niveau scientifique et nous nous accordons pas dessus. Et donc, la communauté scientifique ne s'accorde pas dessus. Et vous allez voir que ce soit en France, alors le Haut Conseil de santé publique en France n'a pas donné son quitus. Aux États-Unis, la FDA n'a pas donné son quitus. Et vous voyez que même si Trump a osé dire on peut utiliser le médicament, la FDA a clairement dit oui, mais nous n'avons pas validé dans cette indication. Donc il y a déjà ça, il y a cette discussion-là sur la méthode. Et puis il y a également le fait que même si c'est un vieux médicament qu'on connaît depuis plusieurs années, c'est pas dépourvu d'effets indésirables. Oui. Ça peut entraîner des insuffisances rénales, les gens peuvent perdre la vue, et puis surtout un effet indésirable que les gens ne connaissent pas beaucoup, mais qui m'est très cher en tant que rythmologue, c'est que ça peut entraîner des troubles du rythme, un type particulier de trouble du rythme qu'on appelle toxade de pointe, et ça peut aller jusqu'à la mort. D'ailleurs, il y a une semaine, là, un Américain est mort. Il est mort après avoir consommé de la chloroquine. Voilà. Professeur, dites-nous, vous dites que vous êtes contre l'utilisation de la chloroquine. Que la chloroquine ne peut pas soigner le coronavirus. Professeur Simon. Donc, alors si j'ai beaucoup de choses à dire, c'est que j'aimerais que nous fassions une différence entre la chloroquine et l'hydroxychloroquine. Oui. Et je vais revenir sur l'étude du docteur Raoul, comme je m'associe à ce que le collègue vient de dire tout à l'heure. On n'est pas ici, je crois pas que c'est le temps de douter ou bien de discuter les opinions. Je ne savais même pas que le professeur Raoul a claqué, je suis vraiment pas au courant, mais je sais qu'il a publié une étude dernièrement sur le COVID-19, une étude où il a enrôlé apparemment 36 malades. Et je vais vous dire, sur les 36 malades, les résultats sont portés sur 20 malades. Les 16 autres malades, on ne sait pas ce qui s'est passé. Bon, alors, il a fait un très bon travail. Alors, distinguons science, fondamentale et maladie. Donc, il a recruté ces malades, il a regardé la présence ou l'absence du virus dans la trachée, c'est-à-dire dans la gorge. Alors, ça n'a rien, il n'a décrit aucun symptôme, mais ça, c'est dans la gorge. Il y a des gens, la maladie est pulmonaire, les symptômes sont pulmonaires, c'est qui cause vraiment la maladie. Ces patients étaient soit asymptomatiques ou qui n'avaient que des infections. Quand je dis des infections, c'est-à-dire qui n'avaient que la présence du virus dans la gorge et qui se présentaient parfois avec des symptômes, pas de symptômes sérieux. Alors là, il a vu que en donnant de l'hydroxychloroquine, pas de la chloroquine. L'hydroxychloroquine qui se vend en tant que plaquenil, pas comme chloroquine, qui est complètement différent. C'est une molécule complètement différente de l'hydroxychloroquine.
Et il a trouvé que soit en associant ça à l'azithromycine, qui est un antibactérien, il y avait la disparition rapide des virus dans la gorge. Alors, est-ce que ça a réduit les symptômes? Est-ce que ça a réduit la maladie? Non. Ça, c'est un thème purement science basique qui ne veut pas dire maladie. Avoir le parasite ne veut pas dire que tu es malade. Alors, tu es malade quand tu présentes des symptômes. Alors, les 22 malades qu'il a proposés, on ne sait pas ce qui se passait avec les symptômes. Ce qui est là, moi, je n'ai aucun doute sur ces résultats. Il a fait une PCR, il a montré que le virus disparaît. Mais on ne sait pas ce qui se passe des symptômes. Donc, jusque-là, parce qu'à partir des autres études, sur le coronavirus, sur le MERS ou bien le SARS, qu'on a fait avec l'hydroxychloroquine, alors les essais ont été pas c'est-à-dire ça n'a pas été vraiment tranchant. Dans les test tubes, dans les tubes à essai, ça marche énormément. Les études ont été conduites en Chine. Donc, et il n'y a pas vraiment de résultats parce que quand l'Organisation mondiale de la santé demande ces résultats, ce n'est publié nulle part. Tout ce qu'on demande, il y a une publication avec 200 malades de la Chine où on dit les résultats sont tels que reportés pendant les news briefings. Alors ça, ce n'est pas des résultats. C'est-à-dire qu'on ne voit pas si les symptômes, on ne décrit pas les symptômes qui ont disparu. On dit les résultats sont tels que décrits pendant les news briefings. Ça, c'est avec l'hydroxychloroquine. Alors l'hydroxychloroquine, parce que là, on parle justement de l'hydroxychloroquine qui est plus efficace que la chloroquine. Ce n'est pas de la chloroquine, c'est de l'hydroxychloroquine. Alors là, nous, on sait qu'il y a un effet secondaire à l'hydroxychloroquine, qui est un effet cardiovasculaire. J'espère que le professeur Didier va nous parler un peu mieux de ça, parce que l'effet secondaire cardiovasculaire peut s'aggraver chez les malades de Covid-virus qui ont des symptômes sévères. Donc c'est là où on apporte un peu beaucoup plus d'attention à l'hydroxychloroquine. Donc, pour ça, c'est vrai, tant qu'à la chloroquine, je vous dis, elle n'est même pas discutée en France aujourd'hui. Donc, l'INSERM, qui est l'Institut national de la recherche médicale en France, a commencé une étude le 22 mars alors, pour essayer quatre produits. Il s'agit des antiviraux et de l'hydroxychloroquine. Ils ont ajouté pas de la chloroquine, de l'hydroxychloroquine seulement. Alors ça, c'est des études qui vont essayer, parce qu'il faut d'abord savoir, le problème n'est pas de savoir que ça marche dans les test tubes ou que ça marche dans les animaux de laboratoire. Alors, quels sont les effets secondaires? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça vraiment traite les cas sévères? S'il y avait vraiment un traitement aujourd'hui, il n'y aurait pas eu 4 nouveaux morts en Chine aujourd'hui. Il n'y aurait pas eu 900 morts dans le monde entier aujourd'hui. Alors, croyez-moi, on ne peut pas laisser les gens mourir si on sait qu'il y a quelque chose qui traite. Je crois que mes collègues médecins sur la pause, c'est-à-dire que la santé du malade est la chose la plus importante. Mais il y a une méthode pour y arriver, pour approuver un médicament. Donc, Trump, notre président, je ne sais pas pourquoi beaucoup s'attachent là-dessus. Quand il a dit que la chloroquine marchait, le docteur Fauci, qui est directeur de NIH, a dit, sur le même plateau, l'a contredit sur le champ, et la preuve c'est que en début de semaine, une personne qui a pris Trump au sérieux et a commencé à prendre sa Novoquine sans se faire suivre par un médecin est mort. Okay. Donc, moi je dis, c'est un peu pour ça, ça dit, soyons vraiment clairs, nous tous nous voulons donner de bonnes informations pour que les gens puissent vraiment éviter cette maladie terrible. Ok. Prof Didier, on est tous d'accord que ce sont les effets secondaires qui posent problème, qu'on traîne un peu le pied. Alors, il y a 3 choses. Trois choses. Comme le collègue a dit, la première chose, c'est est-ce que le degré de preuve que nous avons, parce que la médecine en 2020 aujourd'hui, c'est une médecine basée sur les preuves. Oui. Est-ce que le degré de preuve que nous avons, et les preuves c'est à travers les données scientifiques, les publications, est-ce que ces preuves-là sont suffisantes aujourd'hui pour demander une prescription à large échelle de l'hydroxychloroquine? Nous parlons de l'hydroxychloroquine. Donc, pour faire court, on peut dire chloroquine. Oui. Mais est-ce que le degré de preuve est suffisant? Donc ça, c'est la première chose. Et à ce niveau-là, effectivement, il y a débat.
il y a débat qu'on considère la petite publication qui est venue de la Chine ou qu'on considère la publication que M. Didier Raoult a fait. Même si l'opinion d'experts qu'est M. Didier Raoult va dans le sens que ça pourrait marcher, mais ça pourrait marcher dans quelles conditions, à quelle dose et chez quel patient. Ça, on ne sait pas. On sait que le médicament, c'est un bon antiparasitaire. Tout le monde connaît ce médicament. Nous l'avons utilisé pour soigner au palu. Oui. On connaît les doses qu'on utilisait pour soigner au palu. On sait que ça marche dans certaines maladies inflammatoires comme le lupus érythématodisséminé, comme la polyarthrite rhumatoïde. D'ailleurs, il y a rupture dans nos pharmacies parce que les gens se sont... Je veux justement comprendre, professeur Didier, pourquoi... Il paraît que ça se vend sans même une ordonnance. Oui, c'est un vieux médicament qui date de quasiment... Mais cette ruée là, vous dites qu'il y a rupture. Il y a cette ruée, c'est justement parce que les gens veulent se prémunir par rapport à la maladie. Oui, est-ce qu'on devrait vendre ça comme ça, sans ordonnance? Alors, il faut savoir que dans le développement du médicament, on met un médicament sur le marché sur une indication bien précise. Oui. Alors, par exemple, la chloroquine ou l'hydroxychloroquine a été mise sur le marché, la chloroquine au départ pour le palu, et ça soigne bien le palu. Et ensuite, ça a été utilisé, l'hydroxychloroquine a été utilisée dans les maladies inflammatoires, le lupus érythématodisséminé et la polyarthrite rhumatoïde, et ça soigne très bien. Il n'y a pas de débat à ce niveau. Oui. Maintenant, un médecin peut se permettre d'utiliser un médicament qui a été mis sur le marché en dehors de l'autorisation de mise sur le marché, mais ça c'est à ses risques et périls et après avoir bien informé le malade. Oui. Ce n'est pas qu'un malade peut se lever comme ça et se dire le médicament est sur le marché, je me précipite dessus, je vais prendre. Parce qu'à ce moment, on peut s'exposer à des complications plus graves. Okay. Donc véritablement, le débat se situe au niveau des preuves qui ne sont pas suffisantes pour l'instant. On espère que les autres essais cliniques qui sont en cours maintenant, dont la plus grosse qui s'appelle Discovery, vont nous apporter davantage de preuves, non seulement en termes d'efficacité, mais également en termes de sécurité d'emploi. Et donc, à partir de ce moment, on pourrait en parler. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est effectivement les complications. Oui. On sait, on l'a utilisé dans le palu, mais c'était 600 mg le premier jour. Après, voilà, on avait des démangeaisons, mais surtout, c'est pas ça le problème. On avait des doses bien précises et on dépassait pas 300 mg par jour, sauf 600 mg à la première dose. Maintenant, on se retrouve dans une situation où on doit l'utiliser sur des doses un peu plus fortes. Alors, donc, on ne sait pas avec précision ce que ça peut faire en termes d'effets indésirables. Oui. Même si on va dire que certains de ces effets indésirables sont rares, mais nous parlons ici d'une maladie qui va affecter des millions de gens et on ne sait pas ce qui peut arriver si des millions de gens se mettent à prendre ce médicament de manière incontrôlée. On peut se retrouver avec des complications plus graves que la maladie, alors que le premier principe en médecine reste ne pas nuire. Il ne faut pas aggraver. Okay. Il faut d'abord, primum non nocere, ne pas nuire. On a envie de vous demander, pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? On regarde les gens mourir. Oui, qu'est-ce qui se passe? Oui, effectivement, c'est la question que monsieur tout le monde va se poser. Oui, on est malade, et puis qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, le premier principe reste toujours valable. Il ne faut surtout pas aggraver la maladie. Oui. Nous parlons d'une maladie pour laquelle, même si ça va affecter probablement 80% de la population, eh bien, il reste vrai que 80% de personnes qui seront infectées ou qui ont été infectées à travers ce qu'on a vu dans les autres pays vont quand même faire des formes qui ne sont pas graves et vont probablement guérir tout seuls. Okay. Après, il reste comme ça 5% de personnes qui vont faire les formes graves et qui peuvent nécessiter une admission en réanimation et certaines d'entre elles peuvent effectivement décéder. Et donc, la discussion devrait plus concerner ces cas graves-là. Oui. Et on ne peut pas dire ici que tout le monde doit prendre le médicament. Oui, mais ça peut faire débat, effectivement, dans quelle situation précise est-ce qu'un collège d'experts peut discuter en tenant en considération chaque cas comme étant un cas particulier, discuter de l'utilisation de la chloroquine. Sachant que les traitements symptomatiques existent et que le vrai enjeu, c'est comment est-ce qu'on peut détecter les personnes qui sont atteintes et qui ont un risque potentiel de faire la maladie grave et donner un médicament qui permette d'éviter la progression
vers la forme grave et notamment l'admission en réanimation ou le décès. Ok. Direction Montréal où nous attend le professeur Jean-Chou Prévost. Bonsoir professeur. Bonsoir Serge Alain, bonsoir. Voilà, vous êtes gastro-entérologue, pédiatre, chercheur en épidémiologie. J'y arrive. Voilà, on est sur ce débat, ce fameux débat, l'utilisation ou non de la chloroquine, pour faire court, comme a dit le professeur Dudier tout à l'heure, on sait que c'est l'hydroxychloroquine, mais pour faire court, on va dire chloroquine. Ce débat, votre avis là-dessus, faut-il, oui ou non, l'utiliser? Parce que tous les jours, les gens tombent. Qu'est-ce qu'on fait? On continue de les regarder? On regarde comment, vous les scientifiques, vous continuez à... Vous vous accordez pas? Pendant ce temps, les gens meurent? Oui, Serge Alain, merci. C'est un thème très, très pertinent. Et cette problématique arrive dans un contexte où les médias et les médias sociaux sont très alertés depuis le début de cette pandémie, qui, je rappelle juste au passage qu'actuellement, on est en date du 24 mars 2020 à plus de 400 000 personnes atteintes partout dans le monde et plus de environ 20 000 décès partout dans le monde. Et la problématique autour de la chloroquine repose en fait sur une problématique en lien avec ce que j'appellerais l'infodémie. Donc l'infodémie, c'est un terme qui associe l'information et l'épidémie. Donc le terme infodémie va nous renvoyer sur finalement la façon dont les nouvelles scientifiques vont se propager et la façon dont le grand public va prendre ces informations pour changer leur comportement. Et la question de la chloroquine arrive au moment où les données ne sont pas assez robustes pour pouvoir permettre une application de façon routinière, généralisée à tout le monde. C'est pour ça que c'est important de dire que les mêmes informations, si elles n'avaient pas été publicisées, le débat n'en serait pas là. La France, au niveau de système médical, ne serait pas divisée en deux. Et cette problématique, c'est la hyper-médiatisation de cette information qui a été véhiculée déjà par le chercheur marseillais, le professeur Raoul, qui a martelé Game Over, fin de combat, fin de partie, puis après repris par le président américain Donald Trump, qui aussi a affirmé qu'on a trouvé la clé. Donc c'est important de dire que c'est à partir de là que vient cette problématique. Voilà, maintenant, professeur Dudier, il y a cette... on va lire, je vais lire cet avis du professeur Raoul. Il pense qu'il est impératif de faire tester les Français que de les confiner. Pour lui, le confinement ne va donner aucun résultat. Il faut les tester. Quel est votre avis là-dessus? Alors ça c'est une question très intéressante chez Alain Autou qui ne... Même le docteur Sanjon le soutenait ici, qu'il faut faire des tests au Camerounais, que de dire que bon, des mesures et tout ça, il faut faire des tests à tout le monde. On sait qui est positif, qui ne l'est pas. Alors la pratique médicale, que ce soit en clinique ou en santé publique, s'appuie aussi sur les expériences qu'on a eues et sur les expériences des autres. Oui. C'est vrai que si on regarde aujourd'hui les deux grosses stratégies pour les pays qui sont presque en dehors de l'épidémie aujourd'hui, si on regarde les stratégies qui ont permis d'arriver en dehors de l'épidémie, on va voir que la stratégie chinoise a été essentiellement le confinement. Oui. Et le confinement a bien marché en Chine, mais on ne peut pas dire que ce qui a marché ici va automatiquement marcher ailleurs. Si on regarde la stratégie coréenne, ça a été plutôt dépister le maximum de personnes et leur mettre des traitements symptomatiques et dans certains cas leur mettre effectivement de l'hydroxychloroquine, mais dans des cas bien précis et après une certaine collégialité. Et les deux stratégies ont marché. Je ne dirais pas comme ça qu'il y a une recette miracle vers laquelle chaque pays doit aller. Je pense que chaque pays doit bien analyser la situation et décider de là où on veut aller. Je dirais que peut-être pour les pays africains, quand on regarde en termes de confinement, on n'a pas l'impression que ça puisse être la méthode la plus efficace, mais le confinement est quand même une donnée essentielle parce qu'il faut empêcher la transmission de la maladie.
Et en même temps, il faut dépister les personnes qui sont infectées le plus précocement possible avant que les complications ne s'installent. Et s'il y a une possibilité, éviter l'évolution vers des cas graves. Et donc, on peut dire, il y a lieu de penser qu'une stratégie hybride est probablement la meilleure. Hybride, c'est-à-dire, qu'est-ce que... c'est-à-dire confinement, en sachant que, oui, confinement et effectivement... Le débat, est-ce qu'il faut rentrer au confinement? C'est la meilleure des solutions? Le confinement? Allô, oui, merci. Merci de me reprendre en ligne. On travaille dans ce contexte de distance et c'est un peu ce qu'on fait actuellement. Donc, j'aurais aimé être sur le plateau, sur place, mais je suis content de voir que cette question du confinement est mise sur la table. Oui. Le confinement, en réalité, doit se mettre en place pour permettre de laisser le virus s'éteindre de façon un peu naturelle. Le confinement vise à protéger une grande proportion de la population, surtout déjà ceux qui sont malades, donc permettre de les isoler et ensuite éviter de contaminer les personnes qui sont à risque par le fait de la densité des populations dans des lieux. Parce que ce qui est important à souligner, et ça ce sont nos constatations récentes sur les analyses de la littérature, environ 15 à 20% de personnes vont avoir la possibilité de contaminer d'autres alors qu'elles-mêmes sont asymptomatiques. Donc, les données récentes montrent que ce n'est pas uniquement lorsqu'on commence à tousser, lorsqu'on commence à se moucher, mais déjà à la phase asymptomatique, on peut être capable d'excréter le virus et contaminer l'entourage. Donc, la notion de contaminant, de confinement arrive dans ce contexte où il faut clairement laisser la place au virus de s'éteindre et arriver à ce qu'on cherche actuellement, c'est de faire aplatir la courbe. On sait que quelles que soient les mesures qu'on fera, environ 50-60% de la population va être contaminée à la fin de l'épidémie. Par contre, ce qu'on voudrait, c'est que cette contamination ne soit pas de façon massive. Donc, on parle beaucoup de la question d'aplatir la courbe. Donc, plutôt que d'avoir un gros pic avec une proportion importante de patients qui sont contaminés dans un intervalle de temps donné, on voudrait que ceci soit étalé dans le temps afin d'éviter de saturer les services hospitaliers, afin d'éviter de surmener le corps médical soignant qui déjà est très épuisé. Et on le voit par exemple en Italie où on a beaucoup de médecins qui sont au bord de la déprime. Il y en a plusieurs qui sont contaminés. Donc environ 50% des médecins qui travaillent au chevet des patients avec coronavirus se retrouvent contaminés. Donc le confinement, c'est vraiment les deux niveaux. Il y a le confinement à l'échelle individuelle et il y a le confinement à l'échelle de la population. Voilà, professeur Djantou, je reste avec vous. L'Italie est confinée, on va le dire comme ça, depuis plusieurs semaines. La France également. Comment comprendre donc ce nombre de décès qui va de plus en plus croissant? Effectivement, le confinement, ça arrive à un moment où il faut que la séquence de la contamination soit la plus précoce possible. Donc, si on prend des mesures un peu tardivement, on est déjà dans une course contre le virus. Et les mesures de confinement commencent dès l'instant où il n'y a aucun cas présent sur le territoire. On parle par exemple de la fermeture des frontières. Si on perd 1 ou 2 semaines pour fermer les frontières, on est déjà un peu en retard. Ensuite, la deuxième étape, au-delà de la fermeture des frontières, c'est le confinement en interne. Parce que lorsque le virus est déjà présent dans le territoire, si on perd du temps à donner des règles claires et à expliquer aux gens qu'il va falloir qu'ils respectent ce confinement, on est aussi en retard. Je prends pour exemple l'élection municipale qui a eu lieu en France, où les dirigeants français ont gardé cette élection alors qu'on sait que on était déjà rendu à un stade où le confinement aurait été nécessaire. Ici au Québec, nous avons eu des mesures très précoces, très rapidement, de confinement en termes de mesures pour éviter les personnes déjà de sortir du territoire et aussi éviter l'entrée du territoire des personnes qui étaient des pays susceptibles d'avoir des cas de coronavirus. Donc la mise en place de ces mesures, la première chose c'est le temps, la logistique, et la deuxième chose c'est finalement confiner mais permettre aux populations à risque de ne pas se recontaminer par une contamination en interne. Et on connaît par exemple pour l'Italie la probabilité de contamination par rapport aux personnes qui étaient un peu plus âgées
qui fait que si on ne met pas en place d'emblée, dès le départ, une stratégie pour isoler les populations les plus à risque, isoler par exemple les enfants qui sont des vecteurs, environ 15% des enfants vont pouvoir véhiculer le virus sans être malades, donc la fermeture des écoles, mettre en place un système que même si les écoles sont fermées, ces enfants ne se retrouvent pas à jouer entre eux dans la cour et propager le virus. Donc toutes ces étapes doivent être prises de façon précoce pour que le confinement soit le plus efficace qu'il soit. Voilà, professeur Didier, on a fermé les frontières le 18, c'était tard, il y a des avions qui sont arrivés, parce que beaucoup disent que c'est un virus, c'est une maladie importée, entre guillemets. On a fermé tard nos frontières. Ça, le virus, il est déjà là. Je ne saurais pas dire, mais globalement, c'est une pandémie mondiale. Parce que les cas ne font que grimper là tous les jours. Le ministre de la Santé arrive dans tous les pays. Oui. Mais je suis d'accord avec ce que mon collègue dit. Oui, je suis absolument d'accord avec lui, oui, que le plus tôt qu'on peut empêcher le virus d'arriver dans un pays, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Oui. Alors, une fois que le virus est là, il faut effectivement toutes les autres mesures de confinement, comme ce qui a été pris dans notre pays, hein, même si on peut discuter les délais de prise de ces décisions. Oui. Mais on voit que les écoles ont été fermées, on voit que un certain nombre d'endroits où on peut retrouver une population importante ont été fermés, et donc ça permet de contenir les gens. Et un point extrêmement important sur le confinement, c'est que même si on n'est pas arrivé en ce moment précis dans notre pays au confinement individuel, comme le ministre le rappelait encore il y a quelques jours, et bien pour les personnes qui sont fragiles, qui ont des comorbidités, hypertension artérielle, diabète, insuffisance cardiaque, et bien ces personnes-là devraient tout faire pour ne pas rentrer en contact du virus, parce qu'on sait que ce sont ces personnes-là qui sont le plus à risque de faire les formes graves qui évoluent très vite et qui peuvent arriver au décès. Donc ça me paraît être un message important pour le confinement. Oui. Professeur, on va donc prendre la direction du Maryland pour retrouver une fois de plus le professeur Metonou. Professeur Metonou, on va reprendre, on va beaucoup parler du professeur Raoult. Le professeur Raoult pense qu'il faut impérativement tester, isoler les malades et les soigner au lieu de les laisser chez eux jusqu'à ce qu'il ne soit trop tard. Pour lui, le confinement ne semble pas être la meilleure des solutions. Alors Alain, merci une fois de plus. Je crois que pour le moment, il n'y a pas... c'est-à-dire, se confiner à la maison, c'est très très important pour cette maladie, si on est détecté, parce qu'il faut déjà arrêter le cycle de transmission. Alors, en arrêtant le cycle de transmission, parce que jusqu'à présent, c'est de personne à personne, si on réduit le nombre de contacts au maximum, c'est ce qui s'est passé en Chine depuis 2 mois qu'ils l'ont fait, il y a très peu de nouveaux cas aujourd'hui. Depuis en Italie, depuis le lockdown, il y a très peu de nouveaux cas. Ce qui veut dire, la première des choses qu'il faut faire pour cette maladie, c'est de réduire le contact et de couper le cycle de transmission pour que la maladie ne continue pas à se propager. Alors, le traitement qu'il faut actuellement, il n'y a rien d'autre que ça, arrêter le cycle. Et maintenant, ceux qui sont gravement malades, parce qu'il n'y a pas de traitement que ton corps même. Alors, ce qu'on fait aujourd'hui comme traitement, c'est de prendre le malade, puisque ça attaque les poumons, il faut leur donner de l'oxygène, et il faut leur donner de ventilation pour qu'ils respirent. Et entre-temps, quand vous les gardez comme ça, la suivi leur donne beaucoup de suivi. Le système immunitaire de la personne va fabriquer des anticorps qui va s'occuper de la maladie. C'est ce qui est en train de traiter les gens. Mais déjà, il faut arrêter la propagation de la maladie. Il faut arrêter la transmission en faisant les gens rester chez eux et en gardant ceux qui sont malades jusqu'à ce que le système fabrique des anticorps qui puissent protéger comme les malades. En fait, ce qui se passe, parce que là, malheureusement, pour des gens âgés, il y a très peu de solutions parce que quand tu vieillis, le système devient de plus en plus faible. Puisque c'est une maladie nouvelle, il n'y a plus de cellules naïves qui vont facilement générer les anticorps qui vont finir par contrôler la maladie. C'est pour ça que ces personnes sont plus susceptibles. Mais déjà, il faut arrêter la transmission de personne à personne. Et c'est le confinement, rien d'autre que
de séparer les gens. Il n'y a rien d'autre que de rester chez soi. Il n'y a rien d'autre que ça. Et je crois que c'est la meilleure des solutions pour pouvoir contrôler cette maladie. Nous avons la preuve aujourd'hui. Il y a des données qui ont été publiées hier. Il y a une organisation aux États-Unis qui suit les températures par là où tu es et par là et comment ça s'évolue. Alors, ils ont présenté hier certaines données parce qu'ils ont un programme sur le téléphone qui capte la température et donne la location. Alors, ils ont des données préliminaires qui montrent que dans les régions, en fait, en captant les températures, les régions où les mises de confinement ont été appliquées le plus tôt, 2-3 jours, une semaine après, on trouve la température qui commence à baisser dans ces régions. Sur le thème de maladie, ça s'explique en Italie, en Chine, où hier en Italie, je l'ai dit plus tôt, il y a eu un très peu de cas de nouvelles infections depuis 2-3 semaines qui sont en lockdown. Alors pourquoi? Parce que 2 semaines, c'est suffisant pour que l'organisme fabrique des anticorps. Même si c'est très peu à ce moment, ça commence à réagir. On voit le cas en Chine, dont le confinement, c'est très, très important. Il faut que les gens le suivent. Il n'y a pas de médicament meilleur que ça. Il faut rester parce que jusqu'à présent, c'est l'organisme qui s'occupe de cette maladie. Il n'y a pas encore de médicaments. On est en train, les comités scientifiques travaillent excessivement là-dessus. Il y en aura, mais pour le moment, il n'y en a pas. Il faut arrêter le cycle en restant chez soi. Pour un temps, ça ne tue pas. Ça va être difficile, mais il faut vraiment suivre ces méthodes de santé publique pour pouvoir arrêter le cycle de transmission. Voilà. Professeur Dudier, comme a dit le professeur Metonou, il faut rester chez soi. Est-ce que le Cameroun peut échapper au confinement total? Alors, je ne pense pas qu'on discute ici sur l'efficacité du confinement. Hein. Je pense que ça a été prouvé en Chine. Donc, oui. Comme j'ai dit, chaque pays a son expérience. En Chine, ça a été largement prouvé. Oui. En Corée, ça a été un peu moins le confinement et plus un dépistage et un traitement. Systématique. Oui. Donc, la question, c'est pour chaque pays pesé par un collège d'experts, par un collège scientifique, des scientifiques de tous bords, hein, avec des spécialistes de santé publique, des spécialistes de l'économie, ce que ça va coûter, et s'engager, et trouver une voie et s'engager. Et comme mes collègues l'ont dit, le plus tôt qu'on choisit une stratégie et on y va, mieux ça vaut. Mieux ça vaut. Est-ce que ça va être le confinement général? Est-ce que ça va être un peu plutôt hybride, là où le confinement peut parfaitement marcher, et plutôt faire dépistage de masse et traitement dans les zones où le confinement marcherait un peu moins? Je pense que personne n'a de réponse à ça et que c'est une réponse pour laquelle le pays doit avoir un collège d'experts qui s'assied, qui examine et qui prend une décision. Et il faut des moyens qui accompagnent. Voilà. Et puis on va vers cette direction. Mais avant d'insister énormément sur le confinement, je voulais dire, il ne faut pas qu'on perde de vue les autres méthodes qui, bien évidemment, ont prouvé leur efficacité. La distance sociale doit être maintenue. Oui. L'hygiène personnelle et environnementale est très importante. Voilà. On va donc rapidement rentrer, voir le professeur Metonou qui va nous quitter. Juste en quelques secondes avant le journal, votre mot de la fin, professeur Metonou, quelques secondes. Oui, Alain, tous les téléspectateurs, je vous dis merci de m'avoir suivi cet après-midi. Merci à tous mes collègues sur le plateau. Je vous le dis, ça m'arrive pas souvent, mais je trouve avec l'ampleur de la maladie, essayons de faire le maximum parce que cette maladie peut être très grave chez nous en Afrique, surtout au Cameroun, où on n'a pas assez de ventilateurs, on n'a pas assez de bouteilles d'oxygène, on n'a pas assez de lits de soins intensifs. Oui, c'est pénible, oui, on sait que on sait que c'est difficile, on mange, c'est tous les jours que chacun sort, qu'il essaie de chercher de quoi manger, mais alors si vous êtes malade, si vous mourrez et vous êtes couché, alors vous n'aurez même pas besoin, vous n'aurez même pas la chance d'aller trouver à manger ou quoi que ce soit. Donc c'est mieux de se sacrifier, arrêter un peu, oui, le cas difficile, arrêter la transmission. Ouais. Et beaucoup de chance à mes frères et sœurs qui sont là. Oui. Beaucoup de courage, c'est difficile, ça va se passer. Pour ça, la maladie va passer et tout va revenir à la normale.
Merci. Une fois de plus, merci à tous. Voilà, merci professeur Simon Mettenou. C'est le temps du journal. Nous, on va continuer après le journal. Il est toujours là, professeur Didier et le professeur Ndiartou. Ce sera en deuxième partie après le journal de Cédric Noufélé. Les titres, Cédric, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités. Ce soir, nous avons dans le journal de 20h le professeur Didier Raoul, le célèbre infectiologue épidémiologiste français qui suscite la controverse avec son traitement de la chloroquine utilisée pour permettre à des patients du Covid-19 de retrouver la santé. Au moment où il y a un débat sur la pertinence d'un tel traitement et d'un tel procédé thérapeutique, il s'exprime dans le journal de 20h sur les pays qui ont décidé d'utiliser son procédé et également sur la toxicité de ces différents médicaments combinés au moment où des patients présentent les premiers symptômes liés au Covid-19. Nous ferons le point sur la situation sanitaire au Cameroun avec 75 cas d'ores et déjà confirmés et le ministre de la Santé publique qui interpelle encore les Camerounais lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre de la Communication qui s'est tenu en début de soirée à Yaoundé. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Et au regard de la situation vécue en Italie, le Cameroun est-il en train d'apprendre des erreurs des pays européens qui enregistrent des milliers de cas et des centaines de morts des suites du coronavirus? Vous suivrez dans ce journal des spécialistes de la santé publique qui redoutent une catastrophe au Cameroun, recommandent des stratégies à mettre en œuvre pour éviter le pire sur le sol camerounais. Et nous parlerons encore ce soir de Manu Dibango, à qui le président français a rendu un vibrant hommage. D'autres personnalités de renommée internationale continuent de saluer la mémoire de saxophonistes de talent jamais rencontrés ces 50 dernières années à travers le monde. Nous en parlerons ce soir. C'est Jalin. Voilà, fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve après le journal de Cédric pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera bien évidemment le temps du débrief. Madame, Monsieur, tout de suite, le 20h de Cédric Noufélé.